Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seuls, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le podcast aujourd'hui, un podcast interview, avec une amie très chère à mon cœur que je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir accueillir pour parler de plein de sujets passionnants sur la sécurité dans le corps, le système nerveux, le trauma, voilà, toutes ces choses qui font que parfois on a du mal à vivre une vie régulée, en harmonie et en équilibre. Donc je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Lise. Comment est-ce que tu vas, Lise? Bonjour Aurore, je suis aussi ravie d'être ici. Merci pour ton invitation qui m'a aussi fait chaud au cœur. Tu me connais, tu sais que je suis bavarde et que je suis passionnée et qu'on va passer un super moment. J'espère que les personnes qui nous écouteront aussi et que ça pourra apporter un maximum voilà, à toutes ces personnes qui peuvent se sentir concernées par ces sujets qui, je sais, peuvent être pas faciles à vivre. Hmm. Lise, elle est au Pérou en ce moment. Donc tu Oui, nous envoies aussi un petit peu de vibes péruviennes de là où tu es. exactement. Pays de cœur. Je sais que c'est le cas pour toi aussi, que c'est un des points communs aussi. On a fait ces voyages au Pérou, pas au même moment, mais au même endroit. Hmm. Je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous présenter Lise et lui offrir cet espace de parole parce que Lise, du haut de ses 25 ans, eh ben, elle a beaucoup de choses à partager. Et voilà, t'es très inspirante dans ton parcours et dans tout ce qui t'anime. Donc, je suis très heureuse de pouvoir voilà, avoir cet espace avec toi aujourd'hui. Et justement, bah, pour pouvoir démarrer cet échange, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes, voilà, qui tu es, ce que tu fais et comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui nous écoutent? Ah, pas forcément une question facile, puisqu'il y aurait beaucoup de choses à dire et je vais voir par quelle angle ça vient tout seul. Je pense que ouais, la première chose qui vient, et c'est vraiment, je pense, ce qui me touche le plus, c'est transmettre ce message que c'est possible de s'en sortir, en fait. Parce qu'il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai vraiment cru que je m'en sortirais pas. Et j'ai découvert un chemin qui, contre toute attente, finalement m'a permis de faire ce chemin de remonter vers la lumière, ou en tout cas vers la sécurité, vers la connexion, pour ceux qui sont déjà familiers un peu du jargon du système nerveux, vers l'état ventral, qui me semblait bien bien loin. Et donc, ça a été une évidence pour moi d'en faire ma vocation. Donc, j'accompagne, je suis thérapeute en individuel, en groupe. Je travaille avec la théorie polyvagale, le système nerveux. Je suis formée au breathwork. Je fais de l'IFS et puis surtout le cœur de ma pratique, c'est la somatic experiencing. C'est un peu la pratique coup de cœur pour moi que j'ai découvert ces dernières années. Donc, la somatic experiencing, qui est une approche de guérison du traumatisme qui a été créée par le docteur en psychiatrie Peter Levine, qui était aussi un éthologue et qui est un éthologue et qui a observé le comportement animal pour mieux comprendre les enjeux des mécanismes de survie et de comment sortir de ces mécanismes de survie, retrouver un état de sécurité. Et la somatic experiencing, donc, est une méthode voilà, de guérison du trauma, de sortie du figement, qui est une méthode qu'on appelle de levée de frein. C'est-à-dire que on va travailler plutôt sur ce qui fait que le figement est entretenu et lui permettre de se libérer naturellement. Voilà, on en parlera, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus au long de ce podcast. Mmh. Mmh.
Et qu'est-ce qui a fait justement que tu en es arrivé là aujourd'hui? Tu portes ce message d'espoir que tout est possible et qu'on a toujours la capacité de se transformer. Moi, je la connais un petit peu, ton histoire personnelle. Tu as commencé à cheminer très très tôt. Tu viens d'un monde où la compétitivité et la performance étaient maîtres. Voilà, est-ce que tu pourrais aussi partager qu'est-ce qui fait que bah, tu as choisi d'en être là où tu es aujourd'hui et qu'est-ce qui a guidé un petit peu ton chemin? Hmm, merci pour la question. C'est vrai que ouais, j'aurais sûrement pas mal de choses à raconter sur mon histoire, mais en tout cas, je pense que ouais, il y a eu plusieurs points. Il y a eu déjà un contexte familial qui fait que bon, j'ai eu la chance d'avoir un héritage affectif sécure. Donc ça a été dans mon parcours des choses plutôt qui m'ont aidé, qui ont été soutenantes. Mais j'ai vécu dans un environnement très insécure sur le plan financier, avec beaucoup de stress, d'anxiété à ce niveau-là de mes parents. Et, euh, et on a vécu plusieurs événements tout au long de ma vie, un dépôt de bilan où moi je faisais de l'équitation en championnat de France. J'avais pour ambition vers mes 10-11 ans d'aller un peu plus loin en compétition, etc. J'avais ma jument. Et puis du jour au lendemain, voilà, l'entreprise familiale dépose le bilan et donc on a dû déménager, quitter notre maison. Et puis, bah, j'ai dû arrêter l'équitation, en tout cas au niveau où j'en faisais à ce moment-là. Donc, je pense que ça a été un premier élément pour moi qui a été vraiment, vraiment déclenchant parce que toute la question de retrouver la sécurité intérieure, de retrouver son foyer, de retrouver sa stabilité, déjà, je pense que c'est les premières graines hein, qui ont été semées dans mon enfance pour créer ce besoin profond, viscéral de retrouver le chemin de la sécurité. S'en est suivi pour moi une maladie chronique qui, finalement dans les mois qui ont suivi cet événement-là, qu'on appelle la fibromyalgie, que peut-être certains d'entre vous connaissent et se sentent concernés. Donc il m'a alité pendant environ 3 mois et à ce moment-là, on a beaucoup cherché la réponse du côté de la croissance, du côté osseux, du côté physiologique. On n'est pas allé chercher la réponse au niveau de ce qui pouvait être traumatique ou psychologique ou dans le passé de ce que j'avais pu vivre. Et bon, forcément, ça m'a amené plus tard à m'intéresser à ces thématiques, de comprendre les causes psychosomatiques de nos maladies et de nos blocages. Donc j'ai eu la chance d'être bien accompagnée en tout cas pour pouvoir m'en sortir. D'ailleurs, l'alimentation a joué un rôle hein, aussi. Le système nerveux a quand même besoin à la fois d'un soutien de lien thérapeutique, de sécurité, mais souvent aussi d'un soutien physiologique concret et qui passe par la biologie, la chimie corporelle. Mais je suis pas forcément une spécialiste pour le coup de ce sujet-là. Voilà. En tout cas, par la suite, effectivement, tous ces événements m'ont sûrement mené à vouloir ben, m'en sortir par moi-même, et être très rapide dans mon développement parce que j'avais compris que du côté de mes parents, ça allait peut-être être compliqué de recevoir du soutien et puis j'avais quand même de l'ambition donc j'avais envie, j'avais besoin de me développer professionnellement donc j'ai commencé effectivement très jeune, vers mes 15 ans. Bon, après un autre événement, mais bon voilà, on va pas faire peut-être le parcours, mais voilà, il y a eu un appel vers l'entrepreneuriat qui est arrivé autour de mes 15 ans. Et un besoin de prouver quelque chose. Je pense aussi de mon histoire familiale, ce besoin de prouver à ma famille que je pouvais m'en sortir et développer des compétences. Donc voilà, j'ai eu un parcours dans l'entrepreneuriat dès l'adolescence. Très rapidement, j'ai voulu avoir des responsabilités, j'ai voulu voilà, monter des projets, etc. et travailler notamment avec une personne qui m'inspirait beaucoup à cette époque-là. Et je suis rentrée dans une boucle en fait d'avoir quelque chose à prouver. Je me rendais compte que finalement, plus les choses avançaient, plus mon ambition était peut-être boulimique et au-delà de ce qui était disponible pour moi à ce moment-là en termes d'énergie. C'est comme si j'ai dépassé ma fenêtre de tolérance à ce niveau-là où
Euh, les projets que je me mettais, les objectifs que je me posais étaient complètement irréalistes et irrespectueux de mon système nerveux à ce moment-là. Bien sûr, j'en ai pas conscience à ce moment-là. J'ai pas forcément accès aux signaux qui me permettraient d'en prendre conscience à temps. Parce qu'il y a toutes ces options que j'embrasse pas, qui sont le potentiel échec, le potentiel ralentissement. Et puis à ce moment-là, je suis quand même très terrorisée par le regard de l'autre et la peur de paraître faible ou défaillante à son regard. Donc voilà, ce qu'on appellerait la honte toxique aujourd'hui qui est très présente, mais qui à ce moment-là pour moi est plutôt un driver dans le sens de faire, go, go, go. Donc vraiment ce qu'on appelle la dérégulation dans le sympathique. Donc je suis hyper activée, mais épuisée en même temps. Et donc je vais trouver, mon système va chercher une stratégie pour me permettre de continuer à fonctionner, même si je suis épuisée. Et c'est à ce moment-là que, il y a, je crois, 5 ou 6 ans, je tombe dans la drogue pour le travail. C'est-à-dire que je prends de la drogue pour me booster, pour me faire un espèce de boost d'énergie pour pouvoir continuer à travailler. Et c'est là que le cercle vicieux va s'enclencher, c'est-à-dire que ben, comme je dors plus la nuit parce que c'est une substance, je prends de la cocaïne à cette époque-là, j'arrive plus à dormir la nuit parce que c'est une substance qui crée énormément d'anxiété et d'énergie dans le corps. Et, euh, et donc, j'arrive plus à travailler la journée parce que je suis fatiguée, donc je prends encore plus de drogue et je tombe dans ce vieux cercle vicieux-là qui va m'amener jusqu'au burn-out 2 ans plus tard. Et voilà, déjà. Donc ça c'était il y a 3-4 ans, du coup, ton burn-out? Ouais, c'était il y a 4 ans. Alors, il y a 4 ans, ouais, ça a été vraiment le début de la remontée, on va dire. Il y a Hmm. 6 ans, il y a 5 ans et demi, c'était quand je suis tombée vraiment dans la drogue. Et il y a 4 ans, ça a été la fin. Ça a été vraiment le début de la remontée. Hmm. Oui, donc tu avais 21 ans à ce moment-là. Et alors, comment est-ce que tu as fait pour te sortir de cette boucle un petit peu infernale là, dans laquelle tu étais tombée? Ouais. Alors, faut savoir que quand, j'imagine, on vit ce genre de choses, enfin, faut savoir que quand on vit ce genre de choses, il y a beaucoup de honte. Alors moi, il y avait beaucoup de honte à vivre, donc je le vivais seule. Et pendant 2 ans, j'en ai parlé quasiment à personne, à part à une meilleure amie qui avait été néanmoins un grand soutien pour moi pendant ces années-là. Mais la première étape pour moi, ça a été de sortir de mon isolement face à cette situation. Ça a été d'en parler à mes proches. Ça a été une étape difficile parce que il y avait cette honte, mais en même temps, j'étais allée, moi, à ce moment-là, tellement bas que j'avais vraiment besoin de soutien, quoi. J'avais vraiment envie de m'en sortir. Et donc, j'en ai parlé d'abord à mes parents, parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient assez ouverts d'esprit et qui pouvaient m'accueillir là-dedans. Et puis, la seconde étape qui a été, pour moi, je pense, une des la meilleure décision de ma vie, clairement, ça a été d'en parler à un thérapeute et de me faire accompagner, d'être soutenue là-dedans. Aujourd'hui, je comprends que, de par ma formation en somatic experiencing sur le trauma, que le lien, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour retrouver sa sécurité. On sait que le système nerveux, quand il est figé, qu'il est en mode survie, parce que moi, à ce moment-là, j'étais en mode survie. Il y avait des peurs profondes qui faisaient que j'avais ce fonctionnement-là, et je développais d'ailleurs beaucoup de compassion. Ça a été un des points. Mais pour sortir du mode survie, notre système nerveux a besoin de retrouver un capital de sécurité suffisant. Si cette capital sécurité-là, il n'est pas là, le système va continuer à fonctionner en mode survie. Et quand on est aussi dans une boucle aussi aspirante, parce qu'on sait que là, c'est très aspirant quand on est dans nos traumas et dans nos modes de survie, c'est difficile d'en sortir seul. Euh, et souvent, on a besoin d'être accompagné. On a tous besoin d'être accompagné. D'ailleurs, je pense que c'est mon premier message, c'est que être accompagné, c'est normal. On est dans un monde qui nous fait croire que si on a besoin d'aide, c'est qu'on est faible, qu'on est défaillant ou qu'il y a un truc qui va pas chez nous. Il y a vraiment cette culture d'être des warriors, de s'en sortir tout seul. Mais non, la réalité, c'est qu'on est des êtres sociaux, qu'on est interdépendants, c'est-à-dire que on a besoin les uns des autres pour évoluer et pour grandir, pour se sentir en sécurité. Moi, la première étape, ça a été d'en parler, de me faire accompagner. C'est ça qui a été l'élément déclencheur qui m'a permis de retrouver le chemin de la lumière, clairement, ouais. Hmm. Et ça pourrait être intéressant aussi peut-être qu'on nomme cet espace de dérégulation qu'on appelle aussi burn-out, parce que
Moi, j'ai la sensation que ça s'invite de plus en plus dans nos vies et que parfois, au final, on se rend même pas compte qu'on est dans un espace un peu de survie, comme tu as pu le mentionner, où on est au-delà de notre capacité, où on est dans une société qui valorise beaucoup la production. Toi-même, tu t'es passé par là et tu l'as nommé. Euh, et tu vois, parfois, on se rend même pas compte en fait qu'on est dans une espèce de spirale où on frôle le burn-out, parce qu'au final, le burn-out, tu vas pouvoir peut-être donner la définition. Il y a quelque chose de très intense, de l'ordre d'un effondrement total, où là, on met très longtemps à en revenir. Mm. Mais parfois, on est aussi un peu dans on fait des espèces de mini burn-out constants. Donc peut-être tu peux aussi parler de ça pour que les gens arrivent à se rendre compte de ce qui se passe et peut-être qu'ils arrivent aussi à se dire ah bah ouais bah peut-être qu'en fait moi je touche aussi Mm. des espaces comme ça parce que c'est assez vicieux. Bien sûr, ok. Oui, bien sûr, il y a différentes étapes du système nerveux. Euh, et je peux les nommer, je peux faire un petit résumé là rapide en donnant des symptômes, sachant que voilà, je vais vous donner des symptômes qui sont génériques, qui ont été les miens, mais il faut savoir que dans la dérégulation du système nerveux, on a tous des symptômes qui nous sont propres, et d'où l'importance d'être accompagné pour apprendre à les observer, à les discerner. C'est vrai que apprendre à les repérer n'est pas toujours évident, donc je vais essayer de vous donner un maximum là de valeur pour les repérer. Donc, on a 6 états du système nerveux. Et le premier état, c'est l'état ventral. Donc, c'est l'état de connexion, c'est l'état de sécurité. C'est cet état où je peux être en présence avec toi et me sentir vraiment présente ici, maintenant, où voilà, je me sens en connexion avec l'autre et disponible. C'est dans cet état que je vais être créative et que ma productivité, si je peux l'appeler comme ça, part d'un espace de joie, de fun, voilà, de créativité. Ensuite, on a une autre réponse du système nerveux qu'on appelle souvent le people pleasing, que vous connaissez peut-être, ou le phoning, mais c'est une méthode où on va faire en sorte de séduire l'autre, c'est-à-dire que on sait que c'est très connu cette méthode, enfin cette réponse du système nerveux qui est fight or flight, c'est-à-dire soit je vais combattre, soit je vais fuir la situation, qu'on appelle le mode sympathique, mais comme on est des mammifères, on a aussi une autre méthode des fois qu'on va utiliser avant d'aller dans le fight or flight, qui est je vais d'abord essayer de séduire l'autre ou de me soumettre à l'autre. Donc c'est quand on n'arrive pas à dire non, qu'on n'arrive pas à poser nos limites, que on va faire en sorte en permanence de plaire à l'autre. C'est pour ça que c'est la réponse de séduction et de soumission. C'est aussi en général quand on n'arrive pas à répondre à nos propres besoins, qu'on est en permanence en train d'essayer de répondre aux besoins des autres. Si par exemple, ça nous fait peur d'être authentique, de dire ce qu'on ressent à l'autre par peur de perdre le lien. Ça, souvent, c'est un indicateur d'une réponse de phoning, donc de people pleasing. Ensuite, on a le sympathique, le fight or flight. Donc, c'est vraiment quand je vais combattre, fuir. Donc, ça va créer de l'énergie. C'est cette énergie-là qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, qui d'ailleurs peut être super saine parce que on en a besoin des fois pour faire une présentation au boulot ou pour aller faire notre running, pour aller faire notre sport ou pour accomplir un projet qui est important pour nous. Des fois, on va quand même avoir besoin de cette énergie sympathique-là sous un fond de ventral, ça c'est l'idéal, dans un mode de sécurité. Mais ce qui se passe dans le début, là, c'est qu'on va rentrer dans l'état de pré-burnout, c'est lorsque on est tellement souvent dans cet état de fight or flight qu'on ne revient pas suffisamment souvent à notre état de régulation ventrale. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que comme notre système, il est tout le temps sursollicité, qu'il est tout le temps en train de produire des hormones de stress pour nous mettre en mouvement, on va commencer, parce que pour produire une hormone de stress, il faut savoir qu'on va puiser dans nos réserves en vitamines, en minéraux, etc. Ça va commencer à fatiguer notre système. Et si on commence à puiser plus dans nos ressources que ce qu'on ressource notre corps, on va commencer à créer une forme on va accumuler de la fatigue et de l'épuisement. Et on va potentiellement tomber donc dans ce qu'on va appeler là l'état de pré-burnout, ce qu'on appelle le figement fonctionnel. C'est-à-dire que j'ai été tellement longtemps dans mon état sympathique que je suis épuisée, mais je peux pas m'arrêter parce qu'il y a cette peur d'effondrement et puis il y a cette pression de continuer à être performant, cette peur de perdre la face vis-à-vis des autres ou tout simplement de la pression financière hein, pour beaucoup. Et donc, on va commencer à entrer dans ce figement fonctionnel, c'est go, 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 je continue à y aller même si je suis épuisée. Et ça, les symptômes, ça va être une forme de d'épuisement, mais couplé avec une incapacité à se reposer. C'est-à-dire, c'est que j'ai l'impression que je suis fatiguée, j'en
peux plus, mais dès que je me pose, j'arrive pas à me ralentir, j'arrive pas à me poser, je suis encore stressée. Je vais prendre mon téléphone, voilà, j'ai l'impression que le temps que j'ai pour me reposer, finalement, il est pas très reposant. Je vais avoir des nuits, même si je dors longtemps, je vais me réveiller, je vais être encore fatiguée. Je vais me réveiller en pleine nuit parce qu'on sait que quand on a beaucoup de cortisol dans le corps, on va avoir des réveils nocturnes. Euh, il va y avoir cette respiration un peu plus courte, un peu plus coupée. Cette difficulté à ressentir aussi son corps, ses émotions. Là, on commence à tomber dans le figement. Donc, le figement, on sait que ça vient inhiber les sensations et nous immobiliser. Et donc, on a cet autre état qu'on nomme le figement, qui, lui, est vraiment l'état d'immobilité. Et dont on peut y être de façon périodique, comme tu l'as dit tout à l'heure. On peut faire des petits passages dans notre figement parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient nous activer, parce qu'on vient de recevoir un texto de notre boss et qu'on ça nous met la pression. Là, hop, on va sentir une vague de stress dans notre corps et une force invisible qui nous immobilise. Même si on se dit je dois faire, il y a quelque chose en nous qui dit je peux pas. C'est je dois, mais je peux pas, le figement. C'est j'ai ma to-do qui déborde de choses à faire, mais je suis figée dans mon lit et j'arrive pas à m'y mettre. Et je culpabilise. C'est la procrastination, hein, le figement aussi, hein, souvent. Et ça, c'est vraiment un indicateur que notre, notre système est tellement dépassé par ce qui se passe. Il y a tellement de suractivation que sa seule réponse face à ce danger-là, c'est je m'immobilise et je fais le mort. Donc, on a tendance à culpabiliser, à beaucoup se juger dans ces moments-là, mais la réalité, c'est qu'il y a une partie en nous qui est complètement terrorisée et qui est épuisée, qui va avoir besoin de compassion. Ça va faire partie des étapes de la guérison. Hmm. Voilà. Et, Et justement, quand on est enfin, si là, il y a des personnes qui se reconnaissent et donc ce que toi aussi t'as traversé, d'être arrivé à ce niveau d'épuisement-là et de pas arriver à t'en sortir, justement, tu disais la première clé déjà, c'est de demander du soutien, de se remettre en lien. Et ce serait quoi les étapes d'après pour arriver à, bien sûr, même yes. si je sais que on va pas donner des réponses toutes faites et qu'il n'y a pas de recette magique, sinon ce serait trop simple, mais j'imagine qu'il peut y avoir des ressources aussi. Bien sûr qu'il y a des ressources, bien sûr qu'il y a des points essentiels et je vais essayer de vous en donner un maximum là dans cet épisode pour que ça puisse vous servir, vous qui nous écoutez concrètement dans votre quotidien. Je voulais juste nommer le dernier état parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées par cet état et qui comprennent pas pourquoi elles vivent ça et qu'il y a beaucoup de honte en général à vivre ces états-là. C'est qu'après le figement, on a l'état de l'effondrement. Hmm. Et c'est vraiment ce qui se passe avec le burn-out. C'est-à-dire que c'est plus je fais des petits passages dans mon figement, c'est-à-dire que je vais être immobilisée dans mon lit, mais demain je vais réussir à retrouver du mouvement, etc. Et je vais alterner. L'effondrement, c'est vraiment, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie, on est à bout, Hmm. il y a tout qui s'effondre, et c'est là que va y avoir de la dépression, que va y avoir des longues périodes vraiment de rien, où il y a plus de capacité dans le système, euh, et c'est un état de survie qui est très intense et qui a besoin de beaucoup de douceur et de patience. Oui, et puis c'est pas un état à prendre à la légère, Non, c'est vraiment oui. des moments où les gens sont arrêtés de travail pendant plusieurs mois. Voilà, c'est pas juste un petit coup de mou, quoi. Non, ouais, exactement. Et c'est un état, encore une fois, qui est légitime, parce que si le corps s'est mis dans cet état-là, c'est qu'il a des raisons d'y être. Hein, et le corps fait jamais les choses. Et on a une résilience immense. Vous avez vu toutes les étapes qu'il y a avant d'en arriver là. Donc, c'est qu'on a une résilience immense, c'est que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. Pour les étapes, je vous ai parlé du lien et d'en parler. C'est vraiment fondamental d'en parler, justement parce qu'il y a de la honte liée à ça. Donc sachez que vous n'êtes pas seul si vous vivez ça et qu'il y a des personnes qui sont prêtes à vous écouter sans jugement parce que quand on comprend le système nerveux, il se passe un truc, c'est qu'on peut plus le juger en fait. On peut plus émettre de jugement sur ces états-là parce qu'on comprend la détresse que c'est. Il y a plus que de la compassion. Et d'ailleurs, bah voilà, la compassion, c'est un des points essentiels. On peut parler d'amour de soi. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'amour de soi aujourd'hui et c'est merveilleux parce que c'est vraiment un des points et des clés essentielles. C'est de comprendre que derrière nos états de survie qui peuvent paraître euh, exagérés ou je sais pas quel mot utiliser, bah, il y a des parts de nous.
qui sont blessés, qui sont en profonde détresse, et qui peut-être depuis des années sont à l'intérieur de nous, en train de pleurer, isolées, depuis des années sont en détresse en fait. Et elles n'ont jamais retrouvé l'amour, le soutien, l'écoute, la compassion, la compréhension, le fait de légitimer ce qu'elles ressentent. Peut-être que ça fait des années qu'elles n'ont pas ça, qu'elles sont asséchées de cet amour dont elles auraient besoin. Et on sait que pour sortir du figement, on a besoin de soutien, on a besoin d'amour pour retrouver notre sécurité. Donc, comprendre que derrière chaque réaction de notre système, il se cache une part qui est en détresse et qui a besoin d'amour. Comprendre que si j'agis comme ça, bah, il y a une peur en moi. Il y a une part de moi qui a besoin que je sois là. Voilà. Ça, c'est vraiment, je trouve, super important. Ça permet de sortir de la honte aussi, que ben, tous mes états sont légitimes. Légitimer ça. Mm. Un autre point que je pourrais vous partager ici, qui est un point essentiel, c'est que la plupart du temps, on est en mode survie, mais la réalité, c'est que si on se connecte à l'instant présent de là, tout de suite, maintenant, la plupart du temps, on est en sécurité de façon concrète. C'est rare qu'on soit vraiment dans une situation de danger et d'insécurité réelle. La plupart du temps, quand on fait une crise d'angoisse, on est chez soi, dans son lit, euh, on est dans un endroit où concrètement, on est en sécurité. Il n'y a pas de signaux de danger immédiat. Mais notre système nerveux, notre cerveau reptilien, lui perçoit des signaux de danger parce que il projette dans l'instant présent des situations passées dont on n'a parfois pas conscience. Et donc, si par exemple on a vécu bah, une agression dans notre enfance, si on avait des parents qui ne légitimaient pas nos émotions, nos sensations et ce qu'on ressentait et qu'on nous disait t'es une chochotte, arrête de pleurnicher. Voilà, si dans notre enfance on a vécu des choses où on s'est senti en danger, que ce soit dans notre lien d'attachement ou physiquement, notre cerveau va construire des mécanismes pour se protéger de ce genre de situation et va, dès qu'il y aura un micro ressenti similaire, c'est-à-dire peut-être une odeur similaire, peut-être des yeux qui vont nous faire penser à cette personne, peut-être vraiment des micros indicateurs, on va se mettre en état d'alerte, en état de survie. Et tout le chemin de guérison, ça va être de montrer à notre système nerveux que cet indicateur-là n'est pas un indicateur de danger et qu'on est en parfaite sécurité là maintenant. Ça passe par s'orienter dans son instant présent et se dire, OK, voilà, moi là, je suis dans ma chambre d'hôtel au Pérou, je suis assise sur ma chaise, je vais pas tomber, je suis dans un lieu sécure, j'ai l'océan pas loin, je suis en train de parler avec une amie chère, et concrètement, tout va bien. Même si je peux avoir des indicateurs dans mon corps, peut-être à des moments qui m'indiquent qu'il y a un danger, la réalité, c'est que là, maintenant, je suis en sécurité. Mm. Et c'est vrai que ça, c'est des ressources qui sont précieuses parce que quand on va pas bien, il y a aussi parfois de la difficulté de se dire, bah, il faut que je demande du soutien, il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que j'aille voir un thérapeute. Et souvent, ces moments ces espaces de survie, d'insécurité et de stress, ils sont aussi vécus dans des passages où parfois on va pas avoir les finances ou se raconter qu'on n'a pas les finances. Euh, et donc, ça peut être aussi difficile pour certaines personnes de se dire, bah, je vais pas bien, mais en même temps, j'ai pas les moyens de me payer de la thérapie ou je sais pas quoi pour aller mieux. Et ça peut être un peu un cercle vicieux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça justement pour des personnes qui pourraient être un peu en souffrance de ça et pour leur dire qu'il y a quand même la possibilité d'avancer pas à pas, j'imagine. Bien évidemment, et je pense qu'il y a plein de façons d'être accompagné. Déjà, il existe des accompagnements de groupe, je pense, qui sont peut-être plus accessibles. Euh, et, euh, et selon, ça dépend, tu vois, ça dépend des budgets. Il y a des personnes qui vraiment concrètement ont du mal à acheter de quoi manger. Et évidemment que la priorité, ça va être d'abord de pouvoir se nourrir. Il y a différents degrés, tu vois, de précarité. Mais il y a vraiment cette notion que on peut trouver des façons d'être accompagné qui sont peut-être moins onéreuses. La plupart du temps, les personnes qui accompagnent comprennent la situation dans laquelle vous êtes et peut-être que vous pouvez demander une facilité de paiement, qu'il y a plein d'accompagnements qui proposent ça. Parce que
À mon sens, quand même, il y a cette notion que ben, si je régule pas mon système, je vais pas retrouver la capacité, c'est-à-dire la fenêtre de tolérance pour pouvoir créer à nouveau et générer de la valeur et générer de la sécurité financière et que des fois, ben, ça vaut le coup de prendre ce temps, même si c'est compliqué, parce qu'à long terme, ça va porter ses fruits. Mais évidemment, il y a la possibilité aussi de pouvoir s'auto-sécuriser. Moi, j'ai beaucoup appris à m'auto-sécuriser dans mon parcours parce que j'ai été bien accompagnée par des personnes qui m'ont enseigné ça. Ça a été de apprendre à se connecter à ses ressources. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Et ça, c'est vraiment un tips vraiment que je vous donne ici, que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Apprendre à se connecter à ses ressources, ça paraît tout simple, mais ça fait toute la différence. Parce que comme je vous le disais, notre corps se sent en insécurité et il réalise pas que là, maintenant, dans notre présent, il y a plein d'indicateurs de sécurité. Et donc, prendre le temps un peu tous les jours, et surtout quand il y en a un moment d'activation où on commence à sentir qu'il y a des signaux d'activation, prendre le temps de s'orienter, de vraiment balayer votre environnement de votre regard, tourner la tête et vous diriger naturellement vers des choses qui vont être agréables, réconfortantes. Voilà, par exemple, ça peut être, j'ai un tissu en couleur devant moi, il y a des fleurs qui ont été brodées à la main, je sens cette attention du détail qui a été mise par la personne qui l'a tissé, comme tout l'amour qui a pu être posé dans ce tissage. Et quand je me connecte à ça, je fais pas que me dire, ah tiens, c'est joli et c'est ressourçant, mais je vais me connecter à mes sensations corporelles et me dire comment je sais que ça, c'est agréable quand je le regarde. Et ce que je remarque, c'est que ma respiration s'amplifie un petit peu. Je respire davantage et du coup, j'ai comme une sensation que je me pose un peu plus dans ma chaise, que je me calme un peu. J'entends d'ailleurs ma voix qui se pose un peu plus quand je parle. Voilà, là, j'intègre un peu les sensations qui vont avec ça. Se connecter à ses ressources, voilà, ça c'est vraiment un des points clés de l'auto-sécurité. Je sais que ça peut paraître simple comme ça, mais c'est un impact immense sur le système nerveux. On se rend pas compte à quel point notre système nerveux peut être tendu et avoir l'impression qu'il y a des signaux de danger. Et le fait de simplement vraiment lui montrer concrètement, physiologiquement qu'on est en sécurité, ça va lui permettre de se détendre. Il va y a peut-être y avoir des bâillements, de la relaxation, etc. Et puis je vous parlais de vous orienter dans l'espace, c'est-à-dire de regarder autour de vous. Ce qui se passe dans le figement, c'est que peut-être que vous êtes déjà observé en train de le faire, moi ça m'arrive souvent, mais qu'on va commencer à avoir des œillères et avoir un regard fixe, c'est-à-dire que notre regard va se fixer, va plus que regarder dans le vide ou un point et on va comme plus avoir la contact avec notre environnement et ce qui se passe autour de nous. Le figement, c'est aussi la dissociation, c'est-à-dire qu'on ne ressent plus, on n'est plus en lien avec ce qui se passe autour. Parce que quand on était plus jeune ou quand il s'est passé quelque chose dans notre vie, ce qui était autour, c'était dangereux, donc il fallait s'en couper. Mais aujourd'hui, on se coupe d'un environnement qui peut être une ressource et être une sécurité. Donc s'orienter et montrer à notre système, regarde, là, il y a de la sécurité. Là, il y a de la sécurité. Ok, mon environnement est sécurisant. Je peux me détendre un peu plus. Recréer le lien avec l'environnement. Hmm. Oui, puis j'ai aussi envie de nommer quelque chose qu'on a légèrement déjà touché du doigt tout à l'heure, mais ce rapport au lien et à la communauté. Au final, la communauté dans laquelle on vit, c'est une ressource énorme. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai déménagé après la naissance de ma fille, d'être revenue dans un environnement où je me suis fait des amis, où voilà, dans les moments où c'était pas simple, de pouvoir me reposer sur elle, de pouvoir connecter avec des personnes qui nous comprennent, qui vivent un petit peu les mêmes choses. C'est aussi ça la force des cercles, hein. C'est pour ça qu'il y a eu euh, à un moment où c'était très à la mode, les cercles de femmes, les cercles de reliance, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un appel collectif à retrouver le sens de la communauté qui quand même était à la base notre fondement, de vivre en tribu et de nous aider les uns les autres, qu'on a un petit peu perdu avec le temps. Donc j'ai juste envie de, voilà, de nommer ça, que ça peut être une vraie ressource aussi, de juste sentir qu'on peut avoir le soutien de l'entourage et pas que le compagnon ou la compagne, parce que ça peut être intense aussi, parfois de juste tout reposer sur la personne avec qui on vit en couple, ça peut être assez lourd à porter. Et parfois, j'ai aussi des personnes qui me disent oui, mais moi, je sens que dans mon entourage, mes proches, ils sont pas ouverts, ils sont pas en soutien, ils sont pas en écoute. Moi, j'aurais envie de dire, bah, ça peut être le bon moment d'aller connecter avec des nouvelles personnes. Voilà, j'imagine que toi aussi,
Partage d'expérience là-dessus, en bonne verso que tu es, que la communauté et que le collectif, c'est aussi très précieux. Ah oui, évidemment, merci de nommer ça. Merci beaucoup, c'est tellement essentiel. Et bien sûr que le lien, c'est le premier facteur, le premier, tout premier élément le plus important. Même en somatic experiencing, on fait 3 ans de formation, on se voit régulièrement pendant ces 3 ans et c'est toujours la première chose dont on parle, la première chose qu'on met en avant, peut-être la plus basique, la plus élémentaire, mais la plus importante en fait. Si le lien est là, il y a déjà beaucoup qui est là en termes de sécurité. Et oui, tu l'as dit aussi que voilà, moi le lien, c'est sûr que c'est quelque chose qui est d'autant plus important, mais on a tous ce besoin fondamental en tant qu'être humain. Voilà, c'est vrai qu'en tant que verso, ça a été un, un, un besoin profond chez moi de créer, de connecter, etc. Mais peut-être aussi une facilité, c'est-à-dire que forcément, comme c'est une passion, il y a quelque chose qui, depuis toute petite, a toujours été une facilité à aller vers les autres, etc. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a eu des périodes dans ma vie où ça a été beaucoup plus difficile pour moi de connecter aux autres parce qu'il y avait toujours cette peur du rejet, cette peur de pas être assez, cette peur d'être jugé, cette peur d'être rejeté des autres. Ça a été tellement guérisseur de rencontrer des personnes sur mon chemin. Je pense que la première chose qui m'a guérie, c'est ça. Rencontrer des gens sur mon chemin qui m'ont accepté, qui m'ont accueilli et qui m'ont aimé tel que je suis. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, peut-être même qu'on peut faire un parallèle et ouvrir sur la honte, parce que comme tu dis, le fait d'avoir été accueilli et accepté tel que tu étais, moi je sais que je l'ai beaucoup vécu aussi. J'ai grandi avec une immense rigidité, une grande carapace et un grand besoin d'être parfaite. Je pense qu'on a ça en commun toutes les deux. Ascendant Capricorne, bonjour. Et, et donc du coup, c'est avec le temps aussi qu'on découvre qu'au final, derrière tout ça, il y a une grande peur d'être vu tel qu'on est, dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité. Et j'ai vraiment envie de le poser et que tu puisses aussi dire un mot là-dessus parce que moi, il y a eu un moment où c'était une grande souffrance pour moi de me voir dans mes mécanismes, tu sais, de contrôle, de maîtrise de mon environnement. Quand j'ai commencé à travailler, je me raccrochais beaucoup à mes outils, à ce que je savais, etc. J'ai aussi bien sûr attiré une relation dans ma vie qui me renvoyait un miroir de je suis contrôlante, je suis rigide, etc. Euh, et donc j'ai vraiment envie de nommer ça, tu vois, qu'il y a des fois c'est vraiment difficile et on se sent très impuissant de voir ces parties-là de nous qui se sont créées sur du trauma, qu'on n'aime pas, qu'on déteste, qu'on a envie de changer, et en même temps on n'arrive pas à faire autrement, et en fait derrière il y a juste cette énorme honte. Donc voilà, j'aimerais bien avoir aussi ton regard là-dessus par rapport à ça. Bien sûr, merci, merci beaucoup. J'aime beaucoup le livre de Richard Schwartz qui a créé l'IFS qui dit No bad parts. C'est vraiment, en français, c'est nous sommes essentiellement bons, mais en fait, c'est vraiment toutes nos parts sont bonnes, mais la honte se base sur la croyance qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous, qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette quête de rendre les choses impeccables. Et on va le nommer ici parce que souvent c'est le jugement sur ces parts qui les rend douloureuses, alors que la réalité c'est que si elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle. Et je pense que si t'en es là aujourd'hui dans ta vie, c'est aussi parce que tu as cette capacité à construire, parce que tu as cette capacité à structurer ta pensée, à élaborer des choses, à les mettre dans la matière, parce qu'il y a une passion de ça aussi. Dans cette part, il n'y a pas que de la rigidité, il y a aussi de la passion, il y a aussi de la beauté, il y a aussi cette envie de faire quelque chose de beau, de bien fait, j'imagine. Qu'il y a plein de belles choses qui se cachent derrière cette part de toi. Et, euh, et chez moi, bah, par exemple, oui, ça m'arrive de procrastiner aujourd'hui, probablement parce que je me propose pas de faire les choses de la façon qui vient respecter mon système, sûrement parce que je me mets encore la pression de réussir ou parce que j'ai encore cette pression financière dessus qui me pèse et qui fait que quand je vais me sentir dépassée par ça, bah, je vais m'immobiliser. Et c'est OK en fait. J'ai passé mon enfance à avoir des parents qui stressaient pour l'argent. C'est normal qu'il y ait encore du stress dans mon système à ce niveau-là, que ce soit encore difficile. Et j'ai juste envie d'envoyer de l'amour à cette partie-là de moi pour laquelle c'est difficile en fait de vivre ça. Et il y a plein de moments où
Par exemple, je vais me comparer à l'autre parce que moi aussi j'ai envie de montrer que j'ai des compétences, que j'ai réussi, que je mérite d'être aimée. Et c'est ok parce qu'il y a cette petite fille en moi qui profondément a besoin de se sentir aimée, aurait eu besoin que ses oncles, ses tantes, sa famille reconnaissent qu'elle a des compétences et qu'elle ira pas droit devant le mur comme ils me l'ont fait comprendre. Il y a, il y a plein de choses chez moi que je pourrais juger, mais que quand j'observe, quand je regarde, je me rends compte que je peux pas vraiment les juger. Et c'est tout le problème, c'est tout comment dire, le paradoxe dans le chemin de guérison, c'est que ce dont on veut, entre guillemets, se débarrasser, si vraiment on veut pouvoir s'en libérer, il va falloir d'abord passer par les embrasser, par les légitimer, les comprendre, les aimer, les chérir. Chérir, ouais, c'est ce qu'on peut dire dans embrasser sa part d'ombre en fait, hein, mais c'est finalement la part d'ombre, c'est pas ces parts qui sont mauvaises chez nous, mais c'est ces parts dont on a honte, ces parts qu'on aimerait cacher, qu'on aimerait laisser dans l'ombre, alors qu'elles ont sûrement tellement à offrir, tellement à révéler. Je pense que nos plus grandes parts d'ombre, c'est aussi révèlent en miroir nos plus grandes lumières et, euh, et c'est tout ce chemin d'apprendre à s'aimer. De toute façon, l'antidote pour moi de la honte, c'est l'estime de soi. C'est vraiment découvrir que derrière ça, il y a aussi beaucoup de capacités, beaucoup de volonté de bien, beaucoup de besoin d'amour, et tout ça, c'est parfaitement beau et légitime. Ouais, et puis on en revient aussi à cette dimension de s'offrir des miroirs bienveillants, encore une fois, à travers l'entourage et les relations, parce que toi-même, tu sais, Mm. c'est très précieux de tomber aussi sur des gens, que ce soit une relation amoureuse ou même nos amis ou même des thérapeutes, des facilitateurs qui vont nous renvoyer cette image-là de tu mérites, tu es précieux, tu as des qualités d'être, tu rien besoin de faire pour en fait être aimé, être accueilli. Et c'est pas si facile parfois aussi à trouver des personnes comme ça parce que comme tu dis, on est un peu tous aussi dans nos schémas de comparaison et avant d'en arriver à valoriser l'autre, à lui dire, «Tu merveilleux, je crois en toi, tu capable» et de renvoyer cette lumière-là, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là parce qu'encore une fois, on veut presque pas trop que l'autre brille à notre place, tu sais, un peu pour rester dans l'ombre avec nous et parfois ça peut être assez insidieux aussi. Mm. Carrément, oui. C'est là que je me dis, les podcasts, ça peut aider aussi parce que tu parlais des personnes tout à l'heure qui se disent peut-être j'ai pas les moyens de me faire accompagner par des thérapeutes qui ont fait ce travail sur eux et du coup qui vont avoir plus de facilité à avoir la beauté en vous et à vous aider. Mais moi, ça m'a tellement aidé d'avoir des témoignages de personnes qui se livraient en toute vulnérabilité sur leurs failles, sur leurs parts d'ombre et qui étaient en paix avec ça et qui me disaient en gros, en fait, il y a tout qui va chez toi. Il y a tout qui va chez toi parce qu'en fait, t'es un humain et moi aussi, je suis un être humain. Et moi aussi, j'ai ça en moi. Moi aussi, j'ai peur d'être rejetée. Moi aussi, j'ai envie d'être la meilleure. Moi aussi, je procrastine. Moi aussi, je sais pas, je suis orgueilleuse. Moi aussi, je suis égoïste. Et c'est OK, en fait. T'es profondément humain et je t'aime aussi avec ça, quoi. Donc, les podcasts peut être de beaux espaces. Et puis, bien sûr, l'amitié, quand on a la chance de rencontrer des personnes qui vont voir notre lumière et la mettre en valeur. Mm. Mmh. Et puis c'est peut-être aussi là que, au final, l'engagement qu'on peut choisir de mettre dans la matière, tu vois, de guérir, c'est un choix. Vouloir aller mieux, c'est un choix. Essayer de s'en sortir, c'est un choix. Et même dans les moments où on a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on a plus de ressources, qu'on a plus d'options, il y a quand même un espace en nous de survie. Il y a quand même aussi une part divine, notre âme, notre être supérieur, le self, comment on peut Mhm. l'appeler comme on veut, qui a quand même cet élan d'aller toujours vers il y a une espèce d'homéostasie naturelle du corps, on le sait, où la vie veut toujours reprendre sa place. Et, et même si on prône toutes les deux cette compassion, cet amour, j'ai aussi envie de poser que c'est important de comprendre qu'il y a cette notion de choix et d'engagement, et que parfois l'engagement, ça peut aussi passer par, cette personne, elle me renvoie pas un miroir positif de moi-même, et je vais faire le choix d'arrêter de la côtoyer, et que ça peut aussi passer par ça, la guérison. Bien sûr, évidemment, ouais. De toute façon, il y a cette notion que dans la honte, on cautionne des situations qui ne nous honorent pas, parce qu'il y a une partie de nous qui croit qu'elle mérite ça.
Et tout le chemin de l'amour de soi et de la guérison, c'est d'apprendre à poser des limites, à sortir des environnements toxiques, parce que quand on a vécu dans un environnement toxique dans notre enfance, on a dû s'adapter. Parce que quand on est enfant, on peut pas dire à nos parents, bon bah je me casse, je fais mes clics et mes claques, vous êtes vraiment un environnement toxique pourri. En fait, quand on est enfant, on peut pas remettre en question son environnement. Déjà parce que ce serait trop dangereux, parce que bah, on peut pas vraiment en changer comme ça par notre propre volonté. Et puis parce que oui voilà, ça ferait induire à notre système qu'on est en permanence dans un environnement qui est dangereux pour nous. C'est beaucoup trop submergent. Et on sait que le système, ce qu'il veut, c'est quand il est submergé, il va créer une dissociation où il va essayer de trouver une parade pour gérer cette degré d'activation qui est trop intense. Et ce qu'on a trouvé, qui a été une stratégie brillante de notre système, c'est de penser que c'est pas notre environnement qui a un problème, mais que c'est nous qui avons un problème. C'est comme ça que se crée la honte toxique. C'est que j'ai été dans un environnement qui était pas bon pour moi. On a eu des gestes ou des paroles envers moi qui étaient pas du tout OK, qui était toxique, qui était méchante. Euh, mais mais j'ai cru que c'est parce que c'est moi qui étais né défaillant, que c'est moi qui étais le problème dans l'histoire. Et ça, cette croyance-là nous a sauvé la vie quand on était enfant. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans cette situation d'enfant qui ne peut pas changer d'environnement. Aujourd'hui, on peut changer d'environnement parce qu'on est adulte et qu'on peut choisir de ça. C'est ce que tu dis, on a le choix. Évidemment, retrouver ce pouvoir-là quand on a appris pour survivre à être dans un schéma d'impuissance et à se suradapter à notre environnement pour survivre, c'est un chemin. Et c'est OK de rester dans ces situations-là et de se dire, mais même si j'ai la volonté d'en sortir, j'y arrive pas. C'est normal parce que peut-être que pendant 15 ans, la, ça a été la raison pour laquelle vous avez réussi à survivre dans cet environnement horrible, en fait. Donc il y a aussi besoin de mettre de l'amour, de déposer de l'amour sur ça. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années pour certaines personnes de réussir à sortir d'environnements toxiques. C'est complexe. C'est vraiment une question complexe. Et ça, c'est pas qu'une question de volonté. Euh, mais, euh, mais oui, la réalité dans le fond, c'est que aujourd'hui, on peut remettre en question notre environnement et se rendre compte qu'il est toxique et que c'est pas nous le problème dans l'histoire. C'est toute une rééducation qu'on a à faire dans le chemin de la guérison. Ouais. Hmm. Ouais, merci de mentionner ça et aussi, tu vois, dans cette histoire de la honte, de choses qui sont parfois pas faciles à nommer, j'aimerais aussi qu'on puisse peut-être dire un mot au final sur quelque chose qu'on a vécu toutes les deux, c'est l'addiction. Hmm. Parce que c'est un sujet au final qui concerne beaucoup de monde, encore une fois de manière parfois un peu fourbe, dans le sens où on croit que l'addiction c'est que quand on est addict aux drogues ou à l'alcool, alors qu'en fait l'addiction c'est aussi bah, la cigarette, c'est l'addiction aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, aux séries, c'est l'addiction au travail, c'est l'addiction au sexe, c'est l'addiction à la nourriture. Et en fait on est énormément à être concerné par l'addiction. Et je sais que ça aussi, c'est un espace de souffrance. Moi, ça l'a été. Euh, et c'est encore un peu activant pour moi quand je le nomme. Donc voilà, j'aimerais aussi que tu puisses partager euh, ton senti sur ça et si tu as aussi quelques clés et un regard qui pourrait aider, tu vois, des personnes qui parfois se sentent un peu dans un espace de souffrance par rapport à ça. Hmm. Bah, sachez que vous n'êtes pas le seul. Et qu'on est tous concernés, qu'on a tous nos stratégies, nos addictions. Et si nos addictions, elles sont là, c'est parce elles nous aident à gérer un degré d'activation qui est trop pour nous. Et à quelque part, elles sont là aussi pour nous sauver la vie à un moment de notre vie où c'est trop. Et moi, ce qui m'a aidée dans mon chemin, bah, alors j'ai été aussi fumeuse pendant 10 ans, mais quand même mon chemin pour me sortir de la cocaïne, donc j'ai été dépendante à la cocaïne pendant 2 ans et demi. À la fin, vraiment, j'en prenais tous les jours, donc il y avait un degré d'activation tel que je pouvais quasiment plus me passer de la substance pour survivre, hein, ça a été intense. Et j'ai compris pourquoi. Quelle était l'émotion, quel était le ressenti, quelle était la peur qui était à l'origine de ma consommation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient m'aider à surmonter? Qu'est-ce qui est tellement trop activant pour moi que j'ai besoin d'aide pour le surmonter? Et moi, à ce moment-là, c'est vraiment ça a été le déclic qui m'a sorti d'ailleurs de cette addiction, c'est de comprendre que ma plus grande peur, c'était de paraître incompétente, c'était de paraître nulle, c'était de paraître inférieure.
Vraiment cette peur, voilà, de ne pas être compétente. Et dès que j'étais confrontée à cette sensation-là que j'étais pas compétente ou que j'étais pas assez, c'était tellement activant que ma seule option à ce moment-là, ce qui me semblait être la seule option pour moi à ce moment-là, c'était la drogue. Et un thérapeute qui a été très fin m'a montré que j'avais une autre option quand j'étais face à cette sensation-là. C'est-à-dire que c'était pas juste une pensée, c'était accompagné d'un stress dans mon corps, il y avait des ressentis de tout mon corps se crispe, j'arrive plus à respirer, je me sens rejetée, je commence à plus sentir mon corps et je commence tu sais, à sentir cette forme d'engourdissement du corps, des signaux d'activation. Euh, j'ai commencé à avoir envie de me replier sur moi-même, de me faire toute petite, de me cacher en boule dans un coin. À ce moment-là, quand j'avais tous ces indicateurs-là que j'ai appris à décrypter, à capter en fait au moment, il m'a dit, à ce moment-là, tu as une autre option. Et l'option pour moi à ce moment-là, c'était le lien. C'était aller vers lui ou aller vers quelqu'un qui allait être une personne qui allait m'aider dans ce moment-là, être présente pour moi à ce moment-là. Je pouvais contacter, alors lui on avait un deal, je pouvais le contacter à ce moment-là et aller créer du lien. Et je savais que dans ce lien-là, j'allais être aimée, que j'allais être validée et acceptée dans peut-être ma faiblesse ou mon insuffisance que je captais à ce moment-là. C'est fou pour moi, mais j'ai plus jamais retouché de cocaïne depuis que j'ai capté ça, en fait. Alors, ça a été Ouais. rapide, mais ça a Et duré il plus y a, longtemps. il y a au final, il y a un lien direct avec les alcooliques anonymes qui ont des sponsors, tu vois, quand dans ce que tu partages, c'est hyper intéressant, ce truc de, une fois que tu as la conscience, tu as le choix et en même temps, il faut avoir une ressource, où là, toi, ça a été le thérapeute. Euh, et tu vois, je suis en train d'avoir cette prise de conscience que les alcooliques anonymes, au final, c'est assez beau et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne, qu'il y a cette notion de tribu où en fait ils se retrouvent entre eux et puis ils peuvent partager, ils peuvent sortir de la honte, ils peuvent s'écouter entre eux, ils peuvent vraiment se déposer sans jugement, y aller aussi pas à pas avec rythme où il y a aucune obligation, ils sont forcés de rien et où il y a aussi ce truc de restaurer l'estime de soi avec le système de jetons, de je suis sobre depuis X temps, et leurs parents marraines qui sont aussi là dans les moments où bah, ils sont activés et où ils se sentent avoir envie d'aller boire. Et à ce moment-là, comme tu dis, il y a un choix de est-ce que je choisis de retomber dans mon schéma ou est-ce que je me tourne vers une autre source. Et au final, c'est hyper précieux de partager ça parce que moi j'ai observé que c'est ce qui se passe avec le temps. Au final, on apprend à développer des ressources et peut-être tu vas pouvoir dire juste un mot aussi sur la fenêtre de tolérance. Euh, Parce que moi j'ai observé au fil des années que ma fenêtre de tolérance, elle a augmenté de par bah, de mieux me connaître, d'avoir plus de ressources et puis aussi de me sentir de mieux en mieux dans ma vie, dans ma peau, dans ce que je fais, d'avoir encore une fois augmenté cette estime de moi, augmenté cette sécurité intérieure. Mais avant que tu parles de la fenêtre de tolérance, moi j'ai juste envie de partager que parfois ça demande du temps. Et j'ai vraiment envie de dire ça aussi aux gens qui nous écoutent, euh, que moi j'étais dans les addictions, l'alcool, et j'étais tellement mal dans ma peau quand j'avais 16 ans. Ça a duré 8 ans où j'ai fumé la marijuana. J'ai testé des drogues dures. Ensuite, quand c'était plus les drogues, je suis passée sur l'addiction au travail. J'ai aussi fait de l'hyperphagie quand j'étais jeune. J'avais besoin de me remplir de nourriture. Et en fait, ça a été tout un chemin pour arriver à aujourd'hui. Je peux dire que j'ai plus trop d'addiction et en même temps, il y en a quand même. Tu vois, de ramener aussi cette légèreté, de se dire, bah ouais, il y a des moments, il y a de la vapoteuse, il y a des moments, il y a encore bon, je retombe dans mes schémas du travail, il y a des moments, j'ai envie de manger du sucre et de ramener aussi un peu de légèreté là-dedans parce que parfois on peut être tellement dur avec nous. Enfin, voilà, si tu as envie aussi de partager quelques mots sur cette histoire de fenêtre de tolérance pour que les gens arrivent aussi peut-être à ramener de la compassion pour ce qui se passe pour eux. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu partages. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles rebondir. Déjà, voilà, juste pour clore sur le sujet de aller vers la ressource, il y a cette première étape de comprendre quelle est euh, la peur, l'activation que ça génère en moi, qui va être le déclencheur qui va me mener vers l'addiction. Déjà, le comprendre et l'accueillir avec compassion, parce que souvent, il y a beaucoup de jugement
sur ça. Et c'est ce qui fait que parce qu'on se juge, on n'arrive pas à vivre cette première étape. Mais la toute première étape, c'est vraiment d'aller reconnaître la souffrance qu'il y a derrière. Parce que si on va vers une compensation, si on va vers cette compensation-là, c'est que notre fenêtre de tolérance, elle est dépassée. C'est que ce qu'on est en train de vivre, ça nous dépasse, c'est trop. Et si c'est trop, c'est normal qu'on ait besoin de quelque chose pour nous aider à gérer l'activation. On a tous besoin de gérer nos activations. C'est une réponse parfaitement légitime du système. Maintenant, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui vont nous permettre de gérer cette activation. Et si on comprend ce que c'est qui nous active, ça va être plus facile de trouver la ressource qui va pouvoir nous aider dans ces moments-là. Peut-être que c'est aller en parler, peut-être que effectivement c'est des groupes de parole et que de toute façon il est clair que dans le chemin de guérison du trauma, de la honte, les accompagnements de groupe sont les plus guérisseurs. Ça peut être aussi aller marcher, ça peut être se faire une tisane chaude et sentir la chaleur de la tisane dans les mains, prendre un plaid, ça peut être faire des mouvements tout doux sur son tapis qui est tout doux et avec une musique qui est toute douce et prendre un temps pour s'accueillir. Ça peut être faire un peu de musique. Selon vous, en fait, on a chacun nos propres ressources, mais on peut mettre en place des ressources comme ça. Et quand on a la passion de la ressource, eh ben, c'est de plus en plus facile de les trouver. Même si je sais qu'au début, on n'a pas ce muscle-là, il n'est pas encore musclé, mais il se muscle au fur et à mesure. Voilà, pour ça. Et puis, tu parlais de la fenêtre de tolérance. Est-ce que tu peux me reformuler un petit peu plus ta question par rapport à ce sujet-là? Bah, que les gens arrivent à comprendre que on n'a pas tous la même fenêtre de tolérance. Qu'est-ce qui se passe justement dans ces moments où on est activé, que tu vois, moi je te parlais de mon évolution par exemple, je pense qu'à l'époque j'avais une fenêtre de tolérance qui était très réduite dans le sens où dès que je sentais un inconfort, dès que je sentais une activation directe, tu vois, j'avais ce réflexe d'aller vers une compensation, alors qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus la capacité de, ok, je respire un coup, j'observe ce qui se joue à l'intérieur de moi, si besoin, je le verbalise à la personne avec qui je suis en train d'activer. Tu vois, j'ai vraiment développé cette capacité-là de résilience, je crois qu'on appelle ça comme ça aussi. Donc, pour que les gens arrivent à comprendre ce qui peut se jouer et pourquoi est-ce que déjà on n'a pas tous la même et que ça peut évoluer. Ok, merci beaucoup pour la précision. Mais déjà, tu expliques très bien le chemin de régulation, parce qu'en fait, c'est ça le chemin de régulation du système nerveux, c'est que on aura toujours des activations. Il y aura toujours des moments dans notre vie qui vont venir nous chercher et nous activer. Et la différence entre un système nerveux qui est très dérégulé ou dérégulé et un système nerveux qui est un peu plus régulé, c'est que le système nerveux plus régulé va plus rapidement réussir à retrouver l'état de sécurité, il va plus rapidement trouver la ressource et elle va plus rapidement retourner à l'état ventral dont on parlait tout à l'heure de connexion et de sécurité. Donc, cette fenêtre de tolérance-là, elle évolue. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que on a tendance à percevoir le monde qu'à travers notre propre fenêtre de tolérance, c'est-à-dire à se dire que ce qui me fait réagir aujourd'hui, ça fait réagir tout le monde de la même façon. Et du coup, on a tendance à se comparer en se disant, mais comment ça se fait que la personne elle ressent ce degré d'activation et que elle, ça la bloque pas autant que moi? En fait, la réalité, c'est que la personne ne ressent pas la même chose que vous. Et ça déculpabilise beaucoup de comprendre que on a chacun notre sensibilité unique et ça dépend des sujets d'ailleurs, parce que on peut avoir une fenêtre de tolérance hyper large et régulée et résiliente sur le sujet des relations, et une fenêtre de tolérance super restreinte et activée rapidement sur le sujet de l'argent, par exemple. Donc on a aussi comme ça des fenêtres de tolérance qui dépendent des sujets. Euh, Cette fenêtre de tolérance-là, elle va s'agrandir au fur et à mesure qu'on est sur un chemin de guérison et de régulation. C'est ça la régulation, c'est agrandir sa fenêtre de tolérance, c'est-à-dire que le même événement ne vous activera plus de la même façon. Ou en tout cas, vous amènera pas. En fait, c'est-à-dire que la réponse de votre système, peut-être que ce sera une légère activation sympathique, là où avant c'était l'effondrement. Parce qu'on sait qu'on va d'abord chercher à fuir ou combattre, ensuite on va se figer, ensuite on va s'effondrer. Donc une fenêtre de tolérance réduite, c'est une fenêtre qui rapidement va tomber en effondrement. Quand on va se réguler petit à petit, on va moins être sujet à retomber dans cet effondrement-là et ça prend du temps. Et tu l'as dit, ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années, selon les systèmes, selon les histoires, parce qu'on n'a pas tous la même histoire, qu'on n'est pas du tout égaux là-dessus en fait. On part pas tous du même espace et aussi
on va continuer à vivre des choses qui vont venir stretcher notre fenêtre de tolérance. Donc il y a des moments où on va retomber, il y a des moments où notre fenêtre elle va se réduire à nouveau, où elle va se réagrandir, et en fait ça va fluctuer. Mais ce qui va changer, c'est que de plus en plus, vous allez avoir cette capacité à retrouver le chemin de la sécurité. Et même si vous tombez en figement, ce qui va changer, c'est que vous allez plus rapidement retourner vers le ventral qu'avant. Et ça c'est énorme. Et c'est pour ça que c'est aussi important sur ce chemin de célébrer chaque victoire, chaque pas qu'on fait. Parce que, tu vois, par exemple, nous, on se connaît bien et je t'ai vu évoluer ces 6 derniers mois et je trouve ça extraordinaire, en fait. Et je célèbre ça ici et on peut tous célébrer ça ici, la résilience dont tu as fait preuve ces 6 derniers mois. Et je vois ta fenêtre qui s'est tellement agrandie au fur et à mesure. Voilà, célébrons ça parce que c'est précieux. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ah là là, ouais, et vu qu'on est en train de se diriger vers la fin du podcast, j'ai aussi envie justement de nommer ce truc dont tu parles de célébration, puis de ramener aussi de la joie et de la légèreté, parce que parfois quand on est dans un chemin de guérison, tu sais, on a un peu cette espèce de pression de vouloir guérir, d'aller mieux, de vouloir comprendre, de un peu se faire des nœuds au cerveau. Et je sais que c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup aidé toutes les deux et on s'est beaucoup retrouvés ces derniers temps ensemble. Et moi, ça a été une vraie ressource pour moi aussi de ramener de la légèreté, de l'autodérision, de la compassion, qu'en fait, bah oui, il y a des moments, voilà, j'ai envie de picoler, il y a des moments, je suis encore activée par des conneries qui m'activaient il y a 10 ans et de ramener un peu d'humour aussi, tu sais, dans ces espaces-là, je trouve que ça fait du bien parce que on peut vite tomber dans une espèce de spirale d'introspection un peu sérieuse et lourdingue et je pense que ça fait du bien un peu de ramener ça aussi. Ah, carrément, merci pour ça. L'autodérision, une grande clé, clairement. Et puis, c'est vrai qu'on a tendance à venir dans ce chemin de guérison avec les mêmes paradigmes de pensée que ceux qui nous ont menés à la dérégulation, c'est-à-dire le paradigme de la performance, de aller vite, voilà. En fait, si on cherche à être performant dans notre chemin de guérison, on ne fait qu'entretenir ce qui nous a amené à la dérégulation ou à la blessure. Et ça nous demande effectivement d'apprendre à faire preuve d'humilité, de ralentir, d'être en mode compassion envers soi-même, en mode humour, en mode, voilà, normaliser ça, parce que c'est normal. On va tous fluctuer, on a tous des sujets sur lesquels il y aura toujours des couches. C'est juste que ces couches-là, elles sont un peu moins intenses qu'avant. Et des fois, ça va redevenir un peu plus intense. D'ailleurs, il y a un phénomène dans la guérison que souvent on ne nomme pas et qui peut être très culpabilisant pour certaines personnes, c'est que quand on sort du figement, on va repasser par une phase où on va être en activation sympathique. Parce que le figement, c'est quoi? C'est beaucoup d'activation sympathique, donc beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress pour agir, pour combattre, pour se défendre, mais qui a été inhibé et caché pendant des années sous une couche d'effondrement de dorsale, donc comme une calotte de glace. Et quand on va commencer à faire fondre la glace, toute cette énergie-là de stress, il va falloir qu'elle se décharge. Et du coup, ça peut faire momentanément augmenter le niveau d'anxiété. Et des fois, on se dit, mais je comprends pas, depuis que je suis sur mon chemin de guérison, je suis plus anxieuse qu'avant. C'est un bon signe. Mais si on ne le sait pas, on le sait pas. On peut vite mal interpréter. En tout cas, c'est normal s'il y a de la Mmh. fluctuation. Ouais, puis ça peut être aussi dans ces moments-là où on a plein d'émotions qui remontent. Moi, je l'ai vu quand je suis sortie du figement, t'as des grosses colères qui remontent, tous les trucs que t'avais un peu étouffés à l'intérieur, la petite voix qui se tait, où là, d'un coup, t'as envie de péter des câbles, d'envoyer chier tout le monde. C'est assez rigolo aussi de voir ce process-là et comme tu dis, de nommer que c'est normal et que c'est des phases et que c'est des cycles, encore une fois, surtout. De toute façon, on n'est pas linéaire. Il y a des fois, on a l'impression qu'on fait 3 pas en avant, 5 pas en arrière, et après on avance à nouveau et on recule. Et voilà, en tout cas, de terminer le podcast aussi sur cette conscience que qu'il y a un timing divin, qu'on n'y va pas à pas. Je sais que c'est aussi la philosophie de la somatic experiencing, d'y aller tranquille, petit à petit. Pas forcément de vouloir tout faire péter en 3 secondes comme certaines pratiques New Age à l'époque pouvaient vouloir le faire. Et voilà, je pense qu'on a tous besoin d'aller de plus en plus vers ça
Et c'est certainement ce qui est en train de se mettre en place. C'est pas pour rien qu'on est tous en train de parler du trauma et qu'on est tous en train de s'intéresser à nos histoires personnelles. Hmm. Ouais, merci beaucoup. Je veux bien dire un petit mot sur la titration, qui je pense est aussi un élément essentiel. S'il y a encore, si tu me dis si j'ai encore un peu le temps Ouais, super. Donc ouais, la titration, un élément vraiment fondamental dans le chemin de guérison. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de la fenêtre de tolérance, et la fenêtre de tolérance, c'est en gros ce qui va déterminer que on va être activé et ça va être toléré, ça va être toléré, ça va être toléré, jusqu'à un moment donné où on va dépasser cette fenêtre de tolérance-là. Et quand elle va être dépassée, on va être submergé. Et qu'est-ce qui va se passer? Notre système va se mettre en mode survie à ce moment-là. Notre système va se figer, va activer, d'ailleurs, ce qui se passe quand on se fige, c'est qu'on va désactiver le cortex préfrontal parce que notre système a besoin d'énergie pour survivre. Et donc, il va se dire, OK, c'est quoi qui est super énergivore et qui est inutile pour la survie? Bon, bah, c'est les pensées. Ça va être le cortex préfrontal souvent. Donc, on va déconnecter notre capacité à penser, à réfléchir de façon rationnelle. C'est ce qui fait d'ailleurs souvent qu'on va avoir des réactions irrationnelles parce qu'on n'a juste plus accès à cette capacité-là. Mais si dans le processus de guérison, dans les accompagnements qu'on vous propose, votre fenêtre elle est dépassée, c'est-à-dire qu'il va y avoir trop d'activation, ça va être super intense d'un coup, etc. En fait, vous n'allez plus avoir accès à cette capacité-là à intégrer, à comprendre, à vous sécuriser. Et donc, ça pourra pas être intégré, en fait, ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est pour ça qu'en somatic experiencing, on privilégie un degré d'activation qui est maîtrisé. C'est pour ça que je suis amoureuse, moi, de la somatic experiencing, parce que, à ma connaissance, c'est la seule thérapie qui permet vraiment d'avoir une maîtrise, là, de cette zone de tolérance et de rester dans une zone qui est tolérable, le plus possible, en tout cas. Bien sûr, après, on peut l'appliquer dans plein de méthodes, comme les constellations ou le breathwork ou d'autres. Et c'est cette titration-là qui va nous permettre ça, c'est-à-dire on va prendre un petit bout d'activation qui va être raisonnable et juste en fonction de votre fenêtre de tolérance. Ça va être essentiel pour permettre l'intégration du processus. Et si... vas-y, tu veux peut-être rebondir là-dessus, sinon j'ai Non, un... non, vas-y, je te laisse terminer sur ça. Je te remercie. Je suis bavarde, je t'avais prévenu avant que j'allais être bavarde. Moi, je me dis, c'est le dernier point dont vraiment je me dis, c'est essentiel d'en parler. Si dans les points qui m'ont permis la guérison et dans les points qui sont essentiels au cœur de mes approches thérapeutiques, c'est la connexion au corps parce que on parle beaucoup de la psychologie, on parle beaucoup des blocages, des croyances limitantes, mais quid du système nerveux, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, on sait que ce qui nous met en mode survie, c'est pas qu'on est faible, c'est pas qu'on n'a pas de volonté, c'est pas que il y a quelque chose qui va pas chez nous, qu'on n'a pas les bonnes croyances, absolument pas. Enfin, même si les croyances jouent un rôle évidemment, mais c'est ce qui fait ça, c'est qu'on est en mode survie. Et qu'est-ce qui nous met en mode survie? C'est notre système nerveux. Si on regarde notre système nerveux, il irrigue l'intégralité de notre corps humain. Tout notre corps est irrigué de nerfs. Et donc, ce qui se passe quand on est en mode survie, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, notre environnement est perçu comme dangereux. Nos ressentis sont perçus comme dangereux. Parce que, par exemple, si je suis authentique, je suis en danger dans mes relations, donc je vais surtout apprendre à ne plus ressentir ma vérité, à ne plus ressentir mes indicateurs. Comme ça, ce sera moins difficile d'être inauthentique. Bah, du coup, on va se dissocier de soi-même, on va se dissocier de nos sensations. Euh, et euh, et c'est ce qui fait que cette dissociation-là entretient le figement. Pour pouvoir libérer un figement, on a besoin de le ressentir en parfaite sécurité. Et pour ça, il va falloir apprendre à rééduquer notre corps, que nos ressentis inconfortables, on est en sécurité avec. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on va avoir un ressenti d'activation, on est dans notre lit. Il est 23 heures. On va commencer à imaginer la scène de demain au travail avec notre patron qui va nous regarder de travers et il va y avoir toute cette activation de cette peur de perdre la face, de perdre son boulot, d'être nul, de pas être assez, d'être jugé par ses collègues, de plus pouvoir. Il y a tout tu sais, le scénario catastrophe qui s'enchaîne de je vais perdre mon boulot, je vais plus avoir d'argent, je vais pas nourrir mes enfants. Enfin, tu sais, il y a tout qui en une fraction de seconde qui défile à l'intérieur même si on n'en a pas conscience. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir commencé à avoir une vague de ressenti dans notre corps qui va être submergente et on va se figer, faire une crise d'angoisse ou euh, ouais, se sentir en insécurité. Mais la réalité, à ce moment-là,
c'est que rien de tout ça ne s'est passé, c'est qu'on est dans notre lit en parfaite sécurité chez nous, nos enfants vont bien, ils viennent de manger, ils sont encore en train de digérer, tout va bien. Et en fait, dans le parcours de guérison du trauma et de rééducation du système nerveux, on va apprendre à faire la distinction entre un ressenti qui est inconfortable et un signal de danger. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que juste un ressenti inconfortable d'activation va nous faire réagir comme si on était face à un danger, alors que la réalité, c'est qu'on traverse un sentiment inconfortable. Et donc, ça va être agrandir cette capacité à ressentir les sentiments, les sensations inconfortables et à se sentir sécure avec elles. Mhm. Ouais, merci, merci de pouvoir préciser ça. Ça permet aux gens aussi de comprendre ce qui peut se passer quand on fait un travail somatique, justement. Et puis merci de remettre le focus pour en plus qu'on puisse terminer là-dessus. Moi, ça me tient à cœur de rappeler l'importance du corps. C'est aussi pour ça que moi, j'adore faire les constellations et le breathwork et c'est toutes ces choses-là où on passe vraiment aussi par l'expérience de ce qui se vit à l'intérieur plutôt que d'essayer de comprendre, même si parfois comprendre c'est aussi utile. Donc, merci de pouvoir partager tout ça. Merci d'avoir aussi partagé toutes tes expériences, voilà, ta sagesse. Si vous avez envie de bien sûr en savoir plus, vous pourrez aller regarder tout ce que partage Lise sur ses réseaux, son site, etc. Vu que c'est une passionnée du système nerveux et de cette fameuse somatique et de plein de choses différentes. Donc merci pour ça, vraiment encore Lise. J'ai comme petit rituel de terminer chaque interview avec les invités avec 3 questions que je pose à tout le monde. La première question, c'est qu'est-ce, quelle est la chose dont tu es la plus fière? Hmm. Bah là, ce qui me vient comme ça, c'est ça justement, c'est d'avoir eu le courage de me dire oui et de me faire accompagner, puisque c'est là que finalement, c'est là que tout a changé en fait pour moi. Finalement, je dirais c'est les liens, c'est les liens que j'ai su créer dans ma vie, mes amitiés, et puis avoir eu le courage, ouais, de me faire accompagner. Parce que bah, ça a changé ma vie en fait, clairement. En tout cas, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Donc ouais, je suis fière de ça. Ok, merci. Si demain tu gagnais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais? Bah, je crois que je créerais une école où on enseignerait justement aux enfants à comprendre leur fonctionnement interne et avoir une compréhension fine de qui ils sont pour que tout ce que je transmets dans mes accompagnements, j'ai plus à le transmettre, que ce soit inné dès le départ, qu'on parte sur les bonnes bases en fait, hein. Bonne idée, j'inscrirai ma fille. Et la dernière, c'est si tu devais créer une loi, qu'est-ce que ce serait? Ah, ah, c'est pas facile comme question ça. J'ai jamais Ouais, réfléchi. j'adore cette question. À chaque fois, elle déstabilise tout le monde, c'est hyper cool. T'aimes bien jouer, hein? Alors, une loi, ah, c'est pas évident. Ça peut être Je sais pas. n'importe quelle loi. Hmm. Je sais pas parce que je veux pas tomber dans un truc, tu sais, super bateau, bisounours, parce que moi, tu sais que j'ai un côté très bisounours, mais il y a quelque chose chez moi, on m'appelle la licorne, hein, pour voilà, pour les intimes. Euh, mais il y a quelque chose en moi qui se dit, mais en fait, si on apprenait à se comprendre, à se mettre à la place les uns des autres, par exemple, voilà, une loi, ce serait quand il y a un conflit, avant de réagir, tu t'essayes de te mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qui se joue, en fait. Et de comprendre ce qui se joue en toi et qu'est-ce qui réagit en toi, tu vois. Genre qu'il y ait une loi, c'est que dès qu'il y a un conflit, il y a un médiateur qui est formé, qui intervient, quoi. Ouais, c'est une chouette loi. Ça permettrait de ramener plus de diplomatie et de pacification dans la société, en tout cas. Ah Hmm. tiens, il y a un autre truc là qui me vient, mais que chaque parent, chaque personne, chaque femme qui tombe enceinte et papa qui va devenir papa, ait l'obligation légale de suivre une formation en éducation, en pédagogie et qu'on leur transmette les bases pour comprendre comment fonctionne l'enfant, comment fonctionne bah, le trauma, parce que c'est quand même là que ça se passe en général, que chacun soit outillé, parce que souvent, ben, les parents ont beaucoup, souvent une volonté de bien faire. Malheureusement, il y en a qui c'est pas le cas, mais quand même une majorité, je pense, de parents qui ont envie
de bien faire, mais qui sont juste pas outillés et qui savent pas en fait. Donc que ce soit obligatoire d'être informé, de comprendre, d'être formé à ça, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ouais, carrément. C'est une très bonne idée aussi de l'éducation émotionnelle, tout ça, ce serait top. Ok, merci beaucoup Lise pour ce bel espace. Est-ce que avant que tu nous partages un petit peu tes actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver, il y aura un petit mot de la fin, quelque chose que tu auras envie de partager aux gens qui nous écoutent, voilà, une note sur laquelle tu as envie de finir. Bah écoute, je vais finir sur la même note avec laquelle j'ai commencé. C'est ce message qui me tient profondément à cœur, qui est en fait c'est possible. Quoi que vous traversiez, même si vous avez la sensation que c'est impossible, que vous vous en sortirez jamais de ce truc-là, que ce soit de façon générale dans votre vie ou sur un sujet où vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que vous êtes dans une spirale, y a quelque chose qui cloche chez vous, que sachez qu'il y a tout qui va chez vous. Sachez que c'est possible et que même si ça vous semble loin aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Hmm, merci, merci pour ça. Mhm. Ah, merci encore infiniment, Lise, pour cet échange qui était riche. C'était un vrai plaisir de pouvoir parler de tout ça. Et puis, c'est vraiment super que tu aies pu partager toutes ces connaissances aux personnes qui vont nous écouter. J'espère vraiment que ça va vous donner l'élan de vous accompagner sur ce chemin de la régulation. Alors, même si je vais mettre ta bio et les liens sous le podcast pour que les gens puissent retrouver, est-ce qu'il y a une actu que tu as envie de mettre en avant, voilà, dans ce que tu proposes, sachant que le podcast va sortir à peu près là, mi-juillet, deuxième, troisième semaine. Génial. Bah déjà, sache que ça a été un grand plaisir aussi pour moi cet épisode. Vraiment, merci de m'avoir invité. Je suis ravie qu'on ait pu avoir tous ces partages. Et puis j'espère aussi sincèrement que ça pourra parler, aiguiller, aider, soutenir des personnes qui nous écoutent. Par rapport à mes activités, donc moi là actuellement, j'ai lancé un accompagnement qui s'appelle Self Sense. C'est justement retrouver cette capacité à connecter à son self, donc à cet espace en nous qui est sécurisé. C'est l'intention du programme ou de l'accompagnement, c'est faire de la sécurité intérieure notre vraie nature, parce que c'est notre vraie nature et la retrouver. C'est tout le sujet de cet accompagnement. Et donc, en fait, c'est un accompagnement où je fais des séances individuelles avec les personnes en somatic experiencing, mais bon, tu sais aussi avec un peu mon IFS, le breathwork, la psyché, un petit peu tous mes outils, le coaching, tout ça. Et dans cet accompagnement, il y a aussi on se retrouve tous les mois, tous ensemble, avec toutes les personnes qui sont suivies individuellement pour un moment de connexion au corps, souvent de breathwork, mais un moment aussi on peut se dépasser, se déposer et se sentir entendu par le groupe, puisqu'on en a parlé aussi, c'est tellement important d'être relié au groupe, et où je suis aussi disponible via WhatsApp s'il y a des besoins, des moments, tu sais, où ben, c'est ces moments-là où on a besoin de soutien et on peut pas tout de suite venir au cabinet ou prendre une séance savoir qu'on peut envoyer un message et que je peux être là pour répondre. Voilà, c'est ça que je propose en ce moment pour cet été, en tout cas. En tout cas, je prends les inscriptions cet été. Je continuerai à accompagner les personnes tout le temps qu'il faudra. Voilà, sûrement un programme à venir en septembre, mais voilà, il n'y a pas trop d'infos encore et de certitude là-dessus. Ok, merci beaucoup. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que propose Lise. Tu peux accompagner à distance sans souci et après tu vas bien sûr revenir par chez nous dans notre jolie ville d'Annecy. Merci encore Lise d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. S'il y a des personnes que vous sentez qui ont besoin d'entendre tout ce qu'on vient de partager, des personnes qui peuvent vivre cette dérégulation, le stress, l'impuissance, les addictions, la sensation d'être seule, n'hésitez vraiment pas à leur envoyer ce podcast. Ça peut être très éclairant. Lise et moi, on a déjà écouté plein de podcasts qui nous ont beaucoup aidés aussi sur notre chemin. Donc si on peut aussi rendre l'appareil et diffuser ça au plus grand nombre, ce sera aussi une grande joie pour nous. Voilà, merci encore à tous. Merci Lise. Merci beaucoup, Aurore. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.